Voilà. Donc, Rabbi Michael m'a demandé d'intervenir sur le sujet, pour dire, de l'information et la désinformation. Donc, c'est un sujet éternel, mais auquel on est particulièrement confronté aujourd'hui. Et il y a un auteur dont je vous déconseille le livre. Franchement, je vais dire un petit peu de la Shonara, mais le titre est très intéressant. Il y a un livre qui est pas... Il n'y a pas de tableau, on ne peut pas écrire. Il y a un auteur juif d'ailleurs qui s'appelle Gérald Bronner. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Gérald Bronner, il a écrit un livre qui s'appelle À l'assaut du réel. C'est-à-dire la haine du réel. Vous voyez par exemple ce qu'on appelle le wokisme. Vous savez qu'est-ce que c'est le wokisme? C'est-à-dire il y a des choses qui paraissent évidentes, mais il y a un refus de la réalité. On n'aime pas la réalité. On n'aime pas les faits. Quand on dit il y a une désinformation, mais en vérité, la désinformation plaît. Ça plaît, la désinformation. Je vous conseille un livre. Ça va donner un peu le ton de notre étude. C'est d'ailleurs mon fils de 18 ans qui m'a conseillé de le lire. Le livre, ça s'appelle « Psychologie de la connerie ». Je vous conseille. C'est très intéressant. C'est une analyse extrêmement fouillée. Pourquoi on est idiot? Comment ça fonctionne? Et tu as des stylos, cher ami? Et vous avez sûrement entendu parler de deux chercheurs juifs, Kahneman et Tversky, vous avez entendu parler? Kahneman, il y a environ 20 ans, a eu le prix Nobel, c'est un Israélien, il a eu le prix Nobel d'économie. Et il analyse, et c'est dans ce livre, la psychologie de la connerie, c'est beaucoup détaillé, que on a en nous des fonctionnements cognitifs de plusieurs niveaux. Un premier fonctionnement, c'est global. Ça veut dire, on a, au niveau cognitif, notre cerveau travaille d'abord sur des connaissances, sur un abord de la réalité qui est global, pas précis. C'est seulement si on fait un effort qu'on met en marche un deuxième jeu cognitif qui va analyser les choses. Mais en général, on n'a pas besoin d'informations précises, même des informations globales, pas précises, nous suffisent dans la vie. C'est seulement avec un effort on va analyser les choses. Mais ça demande un effort, c'est d'autres circuits cognitifs, parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les sciences cognitives. Et on s'est rendu compte donc qu'on met en marche un deuxième circuit, mais qui demande un effort. Donc en général, par exemple, on écoute les informations, on nous raconte des salades, mais ça va. On ne sait même pas de quoi il s'agit, mais on est content avec ça et on veut pas plus. On veut pas plus parce que c'est fatigant. Alors, avec les événements et effectivement ce plaisir de la désinformation, il y a un plaisir du faux en vérité. Il y a un plaisir du faux, comme on voit dans la propagande. Hein. Chaque milieu a ses codes. Là aussi, dans le livre dont je vous ai parlé, donc Psychologie de la connerie, excusez le titre. Hein, il y a un article de Cyrulnik qui est
qui est vraiment très, très intéressant, court, et il développe la nécessité humaine d'être dans des codes. Alors, si moi je défends par exemple une Palestine libre et indépendante, vous n'allez pas aimer. Alors, je me suis trompé de code, si vous voulez. Non, ce que je veux dire, on est dans une écologie, je ne vais pas commencer à défendre qu'il faut un pays Palestine indépendant. Il y a des codes. Maintenant, dans un autre milieu intellectuel français ou anglais, au contraire, pour rentrer dans les codes, il faut montrer patte blanche qu'on est pour une Palestine libre et indépendante, etc. Maintenant, on va vous dire, oui, mais ça va être des islamistes. On dit, non, ça c'est de la propagande, etc. Mais on n'en sait rien en vérité. On ne veut pas savoir. On fonctionne avec des codes. Même la communauté fonctionne avec des codes. On n'en sait rien. Il y a très peu de choses qu'on sait vraiment sur pièce. On fonctionne avec des données a priori. Ça nous plaît. Ça ne veut pas dire que c'est juste. Mais ça nous plaît, et dans le milieu qu'on fréquente, ça nous permet de nous intégrer dans le milieu dans lequel on est. Voilà. Donc c'est un grand facteur des codes sociaux. Ouais, les codes sociaux. Alors, face à ces réflexions dans lesquelles nous vivons et dans lesquelles nous souffrons aussi, parce qu'on souffre de cette ignorance des faits, de la réalité. Je trouve que c'est une souffrance. Ça m'a éclairé des sujets que nous étudions dans notre centre d'études, qui est le 3e chapitre du traité Baba Batra. C'est un chapitre très célèbre qui s'appelle Cheskat Abatim. Alors, on va voir deux passages que je vais essayer d'aborder avec vous de la manière la plus synthétique. Alors, je vous passe des photocopies. Rabbi Michael vous passe des photocopies. Batra d'abord. La mode Aleph, dans Baba Batra. Alors, le point, un des points, avant de commencer, on voit dans la paracha de Shabbat dernier, paracha de Vayera, donc on sait qu'à Sodome, il y avait beaucoup d'exactions, et le Passouk dit, est-ce qu'il y a un Bereshit ici, je pense que oui. Merci beaucoup. C'est hardé, comme avoir toute la Torah. Ok, merci beaucoup. Voilà. Donc dans Bereshit, dans Parashat Vayera, chapitre Yutret, Pasuk Kaf. Vayomer Hashem, Zaakat Zdom ve'amora ki rabba ve'chatatam ki kavda meod. Dieu dit, l'hurlement de Sodome et de Gomorrhe est très important et leur faute est très lourde. Erdana vere akiatsaka abba elai asu kala. Je vais descendre voir, est-ce que
c'est effectivement comme ce grand hurlement, ils ont fait. Alors, Rashi, Lama le Dayanim, Shelo Ifseku, Dayane Nefashot Ela Bereaya. De là, on apprend que dans le droit pénal, on ne peut juger que sur des preuves précises. Regardez le passouk, c'est un truc de dingue, excusez-moi l'expression. Dieu, on sait, hein, on a Dieu omniscient, vous connaissez le truc, hein, omniscient, machin. On m'a dit ça à l'école. Dieu, il sait tout, machin. Dieu apprend qu'à Sodome et Gomorrhe, il y a des exactions, c'est absolument atroce. Il dit, je vais voir sur place. Je veux des preuves. Je vais voir. Je vais voir sur pièce. Est-ce que c'est effectivement comme j'ai entendu? Alors, donc ça veut dire que même Dieu, il peut se faire avoir par des fake news. Il dit, je vais aller voir. Parce que ça ne me suffit pas ce que j'ai entendu, je veux voir sur pièce. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de savoir les choses précisément. Il faut savoir les choses précisément. Alors maintenant, un des grands sujets dans la Gemara, donc messieurs, il y en a qui connaissent, mesdames, vous allez faire un petit effort talmudique. Ça va se faire sans anesthésie. Ça va aller. Un des grands sujets. Qu'est-ce que nous savons? Que savons-nous? Ça, c'est un grand sujet du chasse. Un grand sujet. Sur quoi pouvons-nous dire on sait? Par exemple, je dis à monsieur Chichportiche, tu peux me rendre mon costume que je t'ai passé Shabbat dernier. Pourquoi? Parce que Shabbat dernier, il pleuvait, il est venu chez moi, son costume était trempé. Il dit, est-ce que tu peux me prêter un costume? Je vais prêter un costume. Ah non, maintenant tu me le rends. Je dis, non, c'est mon costume. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a le ticket de caisse. Alors, la Gemara nous rapporte des principes. Le premier principe, Chazaka. A priori. A priori. De quoi sommes-nous sûrs? De quoi sommes-nous sûrs? On est sûr, c'est ce qu'on va voir. De quoi sommes-nous sûrs? Qu'est-ce que nous pouvons savoir? Alors, on va aller petit à petit. A priori, s'il porte ce costume sur lui, c'est qu'a priori c'est à lui. Voilà, ça s'appelle Chazaka. Parce que on peut, tout est possible si vous voulez. Mais il y a une apparence. La Chazaka, c'est un principe talmudique très très important. C'est la force, on pourrait dire, de l'apparence. En français, on dit l'apparence est trompeuse. Hein, vous connaissez cette expression. L'apparence est trompeuse. Dans notre tradition, on dit le contraire. L'apparence, c'est à minima la seule chose que nous pouvons savoir. Parce que la vérité, toute la vérité, je dis je le jure, est quelque chose vraiment qui nous échappe. Par exemple, nous, on est ici. Nos parents nous ont dit qu'on est juifs. Alors, est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui s'est passé au fil des années? Il y a 300 ans, il y a 400 ans, il y a 600 ans, qu'est-ce qu'on en sait? C'est-à-dire, c'est chazaka, c'est-à-dire a priori. La force de l'a priori. A priori. Bien. Maintenant, donc chazaka, ça veut dire chazak, on sait, ça veut dire fort. C'est la force de l'a priori. La force de l'a priori. Bien. Maintenant, un bien mobilier.
un bien mobilier, on peut le porter sur soi. D'accord? Maintenant, un bien immobilier. Comment savons-nous que tel bien immobilier appartient à quelqu'un? Alors, il y a un acte d'achat. Un acte d'achat. Maintenant, si on a perdu l'acte d'achat, comment on fait? On l'a perdu, comment on fait? Alors, les sages ont fait une construction juridique, c'est la chazaka. Une chazaka de 3 ans. Ça veut dire, qu'est-ce que tu fais dans ce terrain? Eh bien, ce terrain, je l'ai acheté de monsieur, mais j'ai acheté de monsieur. Alors, si tu l'as acheté de monsieur, où est ton acte d'achat? Je l'ai perdu. Mais ça fait 3 ans que je cultive ce terrain et que j'en ai la jouissance tranquille. Je mange l'usufruit de ce bien immobilier depuis 3 ans, tranquille. Et il y a des témoins comme quoi ça fait 3 ans que j'utilise sans problème l'usufruit. Alors, sachant qu'en 3 ans, il pourrait y avoir des contestations, il n'y a pas eu de contestation en 3 ans, et que je dis, c'est pas que j'ai trouvé un terrain, je suis rentré dans le terrain et que je squatte. C'est pas que je squatte. Je dis, je l'ai acheté, mais j'ai perdu le contrat. Ça fait 3 ans, il y a des témoins, ça fait 3 ans que je mange l'usufruit de ce terrain, de cet appartement, etc. C'est bon. Ce étant, nous allons commencer ce passage extrêmement célèbre, page Lamed Aleph, 31a, dans le traité Baba Batra, et c'est parti. On y va. Alors, c'est des sujets, je vais vous dire, c'est des sujets très, très classiques, pour ceux qui étudient le Talmud, très classiques, et en général, incompréhensibles. Ça veut dire, Cheskatabatim, il faut l'avoir étudié, je ne sais pas, plusieurs fois, pour décanter un petit peu, tellement c'est complexe. Mais il me semble qu'on va pouvoir s'en sortir. Regardez. C'est là, au milieu, la medal. C'est le dernier mot de la première ligne en haut. Zé Omer shel avotai. Vezé Omer shel avotai. Ay aite saade davate I. Veay aite saade d'achlash nechazaka. Alors, il y a un terrain. Il y en a un, appelons-le Réhouven, il dit, ce terrain, c'est le terrain de ma famille. Je suis la famille Cohen. Eh bien, ce terrain, c'est le terrain de ma famille, la famille Cohen. Et l'autre, il dit, non, ce terrain, c'est le terrain de ma famille, la famille Lévy. Ce terrain, c'est le terrain de la famille Lévy. Donc, ils ne sont pas contents. Un dit, c'est à ma famille. L'autre, il dit, c'est le terrain familial de ma famille. L'autre, c'est un terrain... Ils vont au tribunal rabbinique. Alors, l'un amène des témoins que c'est le terrain de la famille Cohen. Il y a des témoins, 2 témoins. D'après, dans le droit civil et le droit pénal de la Torah, la base... Quand on ne sait pas, il faut 2 témoins. Bon, les témoins, pour être un témoin, il faut remplir un certain protocole. Hein. N'est pas témoin qui veut, des témoins patentés selon la législation qui dit que ce sont des bons témoins. Il y a 2 témoins patentés qui disent ce terrain, c'est la famille Cohen. Et l'autre amène des témoins que ça fait 3 ans qu'ils mangent l'usufruit de ce terrain sans problème. D'accord? Alors, Rabat dit, Amar Rabat, 4e ligne. Amar Rabat, grand maître de Babylone, Malo le shaker, Ibae Amarlo minar zanta, ve'achaltesh de chazaka. Rabat, il dit, qu'est-ce qu'il avait à mentir? Il aurait pu dire, puisque ça fait 3 ans qu'il mange l'usufruit, c'est vrai que c'est à tes pères, à la famille Cohen, mais je l'ai acheté de toi. Je l'ai acheté de toi. Il aurait pu dire ça. Et il serait sorti peinard de cette histoire.
Seulement, il dit quoi? Il dit, non, c'est à ma famille, c'est la famille Lévi. Qui a raison? Tic-tac. Je sens, personne n'a compris. Donc tout va bien, je reprends. Comment? J'ai dit, il faut des témoins, non, c'est... Non, il y a des témoins. Non, regardez madame. Comme ça Regardez. fait 3 ans qu'il occupe son... Comment? Comme ça fait 3 ans qu'il occupe le terrain sans contestation, ça lui revient. Allez-y. Non, mais c'est pas ce qu'il dit. Lui, Non, mais vous avez dit qui regardez, c'est qui a raison. le terrain appartient à la famille Cohen. D'accord? Bien. Et il y a le fils Cohen. Là, il dit, c'est le terrain de ma famille. L'autre, il a des témoins, comme quoi, ça fait 3 ans qu'il mange tranquille, qu'il fait les récoltes, il laboure, il fait la moisson, il bat le grain, etc. Ça fait 3 ans qu'il est peinard dans le terrain. Voilà. Donc là, s'il avait dit, c'est vrai, c'est le terrain de la famille Cohen, mais il y a 3 ans, je l'ai acheté de toi, et j'ai perdu mon acte d'achat, c'est bon. Mais c'est pas ce qu'il dit. Il dit, c'est le terrain de ma famille Lévi. Donc ce qu'il dit est frontalement contre les témoins. C'est frontalement contre les témoins. Mais il n'a aucune raison de mentir, puisque il a tous les éléments juridiques pour faire valoir sa présence dans le terrain. Mais ce n'est pas ça ce qu'il a dit. C'est ce qu'on appelle, c'est un principe talmudique, malo les shaker. C'est un malo shaker, ça veut dire, il ne gagne rien si c'était faux. Si c'était faux. Il pouvait dire, je l'ai acheté de toi. On dit non, je ne l'ai pas acheté de toi. C'est à ma famille. Donc là, il a un argument de sincérité. Alors la Torah dit, ce que vous dites madame, la Torah dit que l'élément clé dans la Torah, c'est les témoins. Mais maintenant, il y a une autre vérité. Qui a raison? Qui a raison? Je vous dis Lévi. Comment? Lévi, celui qui a travaillé la terre pendant 3 ans sans aucune contestation. Alors, le Abaye va contester son maître Rabat. Il dit Migo bemakom edim lo amrinan. Seconde. Et un grand principe, enfin, c'est Abaye dit Migo be makom edim lo amrinan. Ça veut dire un argument de sincérité en face de témoins, c'est rien du tout. La Torah, elle nous dit, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a 2 témoins qui remplissent les conditions pour être considérés d'après la Torah comme des bons témoins. Ça, c'est la base des preuves. C'est la base des preuves. Mais les témoins, ça peut être aussi des faux témoins. Ils ont l'air comme ça, religieux. Ils ont l'air... Ils mangent glatte. Mais bon, mais encore. Ça peut être des canailles. Hein? Ça peut être des gangsters. Ah non, parce qu'ils ont rempli les critères. C'est quoi les critères? Comment? Ils ont rempli des critères pour être témoin. Ils ont rempli des critères. Mais qu'est-ce qu'on sait? Les témoins, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle Xerat HaKatuv. La Torah nous dit, tu ne sais pas, la Torah, on ne peut pas dire arbitrairement, Akadosh Baruch Hu, c'est pas arbitraire. Akadosh Baruch Hu a décrété, la base des preuves, c'est les témoins. Mais en face de ça, quelqu'un te dit le contraire, et il n'y a aucune raison qu'il mente, aucune. Si il mentait, il aurait dit quelque chose d'imparable.
Et il avait la possibilité de quelque chose d'imparable. Donc finalement, c'est une preuve de sincérité. Peut-être que ça peut aller contre des témoins. Alors, les commentateurs disent que non, c'est pas possible. C'est pas possible d'aller contre les témoins. Parce que les témoins, c'est la... Mais à Rabat, a priori, il disait que oui. Alors, regardez encore une ligne dans ce passage. Excusez-moi, ce principe-là que Migo ne tient pas face aux témoins, c'est une logique, c'est la Habouchi Sinaï, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Pourquoi l'argument de sincérité? D'où viennent les Migo en fait, les principes de Migo? On pourrait dire, le point c'est le suivant. C'est que des gens viennent au tribunal. L'un dit c'est à moi, l'autre dit c'est à moi. C'est ce qu'on appelle, dans le grandage talmudique, Toen Venitan. Hein? Toen Venitan. Il y a quelqu'un, il argumente, le contre-argument. Voilà. Il se bataille au tribunal. L'un dit blanc, l'autre dit noir, c'est à moi, etc. Comme dans la cour de récréation. C'est à moi, il m'a pris, c'est à moi, c'est à ma petite voiture, machin. Mais là, ils ont 40 ans, ils continuent comme ça. Voilà, c'est à moi. Ok, bien. Pour départager, la Torah dit Alpish Nedim Yakum Davar. Deux témoins, paf. Donc ça veut dire les arguments en face de témoins, il n'y a pas d'argument. Ça tranche, paf, ça tranche. Mais ici, il y a une preuve, a priori, qu'il est sincère. Alors, vous demandez à raison, comment pourrions-nous avoir l'hypothèse de dire que ça soit plus fort que des témoins? Alors, les commentateurs sur place, Nachmanide en particulier, c'est le chef de toute cette démarche, Ramban dit qu'ici on est dans un cas d'espèce. La preuve, regardez, la suite de la Gemara. Donc, Amar Rabba, la quatrième ligne. Amar Rabba, Malo le Shaker, qu'est-ce qu'il avait à mentir? Ibae Amarlo Minar Zvanter Vachalte Shna Chazaka. Rabba dit, qu'est-ce qu'il avait à mentir? S'il voulait, il aurait pu dire, je l'ai acheté de toi, j'ai mangé les années de Chazaka. Amarlo Abaye, Abaye est contre Rabba. Mali le shaker bemakom edim lo amrinad. Une preuve de sincérité en présence de témoins, on ne dit pas. Ok. Donc maintenant, celui qui a dit c'est à mes parents et j'ai mangé les années de Chazaka, Adar amarlo in, d'avatar i vezavanta minar, ve'ay d'amrilar d'avate de samichala ke d'avate. Alors, ensuite, voyant que Abaye avait gain de cause, celui qui avait les années de Chazaka, il dit, regarde, quand j'ai dit que c'était à mes pères, c'est une manière de dire, c'est étant donné que j'ai des Chazaka, étant donné que j'ai des années de Chazaka, c'est comme si c'était à mes pères. Étant donné qu'il y a un argument de sincérité, après, il corrige ses paroles. Il dit, si vous voulez, c'est nous dans la vie, des fois on a des abus de langage. Je dis, l'un il dit, ce terrain, il est à mes pères. L'autre il dit, mais non, c'est à mes pères. En fait, ça n'a jamais été à mes pères. Mais étant donné que j'ai des bonnes preuves, c'est comme si c'était à mes pères. Dégage, si vous voulez. On est tous, je dirais pas toutes, hein, tous, plus ou moins des voyous. Ça veut dire même, ça veut dire dès qu'il y a du fric en jeu, on perd un peu nos moyens et on parle de trop. J'ai dit, l'autre il dit c'est à mes pères. Qu'est-ce que dire c'est à mes pères? Mais c'est à mes pères. J'ai jamais dit que c'était à mes pères. Ce que je vais vous dire, c'était à mes pères, c'est pas à toi. Quand je dis que c'était à mes pères, c'est-à-dire que je suis sûr, j'ai assez de preuves pour t'envoyer partir, ouais, et que c'est comme si c'était à mes pères. Donc, les commentateurs disent que quand Rabat dit que
on écoute malo les shaker, c'est les malo les shaker, c'est un cas d'espèce, on peut corriger ces paroles. Mais en vérité, si c'était un vrai malo les shaker de ma comédie, jamais on pourrait le dire. Parce que les témoins, c'est la base voilà. Ok. Alors, si vous voulez, pour revenir dans notre problématique, ici, si on écoute un peu ce que nos maîtres disent, on voit que quelqu'un dit une chose, mais des fois, c'est aussi, il a dit ça. Ah, t'as dit ça. Mais souvent aussi, c'est des abus de langage. Donc il faut prendre... Quelqu'un dit une chose, mais ça peut être aussi un abus de langage. Donc comment décider, si vous voulez, comment départager par rapport à la vérité? C'est ça le sujet. Donc là, on voit que Rabat, l'halakha n'est pas comme lui, ici, mais que lui, il ne pensait pas qu'on dit migo bema comédie, mais c'est un cas d'espèce. Comme ça, Ramban et tous les autres, à la suite de Ramban, expliquent. Okay. Mais, et c'est la deuxième photocopie que Rabbi Michael va vous passer, il y a un passage dans le traité Baba Metzia qui a l'air d'être un peu contraire. Quand quelqu'un est sûr de lui, il sait ce qui... Après, quelque part, il n'a pas besoin de se justifier. Donc le fait qu'il sorte cette fois-ci à mes pères, c'est évident pour lui. C'est évident. Moi, j'aurais précisé, c'est peut-être parfois quelqu'un qui se justifie trop. Alors, il y a trop de preuves. Peut-être que... Voilà, c'est ça. Des questions sur lui. Absolument. Donc, Il est tellement sûr de son coup. Bon, Voilà, absolument. C'est ce qu'il dit Rabat. Voilà. C'est fort, hein. C'est extraordinaire. En sincérité, il est autrement. Voilà. C'est le fait qu'il dise rien. C'est extraordinaire. Je reprends ce que... comment c'est ton nom? Abraham. Avram. Parce que les Rabbi Avram, parfois on dit quelque chose d'erroné tellement on est sincère. Non, regardez. Regardez comme c'est fin. On dit quelque chose de pas vrai parce que pour nous c'est tellement vrai qu'on l'affirme, bien qu'en vérité les mots que je dis, les mots que je prononce soient erronés, mais c'est par sincérité. Vous voyez, là, je ne vous fais pas un grand discours sur la vérité, mais on voit ici la finesse de nos maîtres qui sont aux aguets de ne pas disqualifier quelqu'un qui dit quelque chose de faux. Il dit quelque chose, des mots qui ne sont pas possibles, mais en vérité par sincérité. Ça c'est très, il faut être très aguerri, très aux aguets de qu'est-ce que c'est vraiment la vérité, pour arriver à décrypter que peut-être ce qu'il dit, c'est pas possible, mais c'est vrai quand même. C'est Hatsoum. Ah, maintenant, on va voir un deuxième cas extraordinaire que j'adore, que je frétille à l'avance. Si d'un côté j'ai des rédimes, de l'autre côté j'ai un shtar, qui a priorité? Bon, ça c'est une grande question. Quelle est la force du shtar? Est-ce que c'est des rabbonon, des oraita? C'est une grande question. Shtarot. C'est une grande question. A priori, si le shtar est authentifié, c'est encore plus fort. Alors, regardons ici. Ça va, mesdames, c'est pas trop... ça va, vous avez fait des études, ça va. Comment? Non, ça veut dire... moi, je me permets de faire la Gemara. C'est vrai, vous allez me dire, oui, j'étais un cours de Gemara, machin, mais on est dans une école orthodoxe quand même. Mais bon, vous avez fait des études. Moi, j'ai pas fait d'études. Mais bon, vous, je pense que oui. Mais alors, ça va. C'est pas pire que des maths. Il faut un peu réfléchir, pas perdre le nord. Ça va, c'est bon. Alors, regardez ici le cas
que j'adore. Alors, introduction. Introduction. Lorsque je loue quelque chose, oui, ça veut dire socher. Socher, le locataire. Locataire. Quand je loue quelque chose, style kiloutou, j'ai des responsabilités. Je paye pour la jouissance du bien d'autrui. Si par exemple, je fais négligence, j'utilise mal le bien que j'ai loué et qui s'est cassé, je dois rembourser. S'il y a des témoins, évidemment. S'il y a des témoins. Si, par exemple, il y a un cas de force majeure, je loue un vélo, et il y a un attentat, que Dieu nous en préserve, le vélo, il explose, je suis exempt. Ça, c'est pas... Je suis exempt. Bien. Maintenant, le cas est le suivant. Alors, c'est en araméen, évidemment, mais bon, on parle araméen, c'est tranquille. Hein, ok. Aougavra de Ogarle Chamra Lera. Cet homme qui a loué un âne à son prochain. Donc, il loue un âne à son prochain. Amarle, il lui a dit, Chazé l'otizol be'ucha de narpakod et kamaya. Il lui a dit, je te demande instamment, ne va pas dans le chemin de Narpakod, parce que c'est un chemin où il y a de l'eau, et c'est dangereux pour l'animal. C'est-à-dire que c'est détrempé, tu vas avec l'animal, et il risque de glisser, et donc je te demande, ne va pas par ce chemin-là. Ne va pas par ce chemin, parce qu'il y a de l'eau. Ok. Voilà. Azal be'ucha de narpakod va mettre Amra. Finalement, le locataire, il va par le chemin que le propriétaire lui dit ne prend pas, évidemment. Hein. Voilà. Il dit ne le fait pas, il le fait. Voilà. Alors, il prend ce chemin de narpakod et l'âne est mort. Il est mort, mais pas, il n'a pas glissé, il est mort, une crise cardiaque, aucun rapport avec, voilà, crise cardiaque. Bien. Voilà. Kiata, quand il revient, Ama in, be ucha de narpakod azle, ou miu likamaya. Regarde, j'ai pris le chemin que tu m'as dit que je ne devais pas prendre, mais là, il est mort de crise cardiaque et il n'y avait pas d'eau. Je suis allé là-bas, il n'y avait pas d'eau. Voilà. Amarlo Rava, Rava il dit, alors est-ce que c'est Rabat ou est-ce que c'est Rava? Bon, c'est des grands débats, je ne rentre pas dans tous les grands débats infinis. Amarlo Rava, malé les shaker, ça a des grandes incidences, est-ce que c'est Rava ou Rabat? Des grandes incidences légales, comme on va voir. Amarlo Rava, Rava il dit, malé les shaker, ibae amarle, ana beocha de narash azle. Il dit que, il a dit, j'ai pris le chemin que tu m'as dit de ne pas prendre, mais il n'y avait pas d'eau. En vérité, là aussi, il y a une preuve de sincérité. Personne ne savait qu'il a pris ce chemin. Il aurait pu dire, j'ai pris le chemin, j'ai sauté une ligne, le chemin que tu m'avais conseillé, où il n'y avait pas d'eau, tu m'as dit, va le chemin de Narash. Oui, j'ai pris, il aurait pu dire, puisqu'il n'y avait pas de témoin, j'ai pris le chemin de Narash, et il est mort de crise cardiaque. Voilà. Or, il lui dit, moi j'ai pris le chemin de Narpakod, et l'âne est mort de crise cardiaque, il n'est pas mort d'eau. Alors Rava, il dit, là, il y a une preuve de sincérité. Une preuve de sincérité, parce qu'il aurait pu s'en sortir haut la main, en disant, j'ai pris un chemin qui était safe, d'après tout le monde. Ok, bien. Alors Rava, il dit, il est exempt. Amarle Abaye, Abaye dit, Mali le shaker be makom edim lo amrinan. Abaye dit, non, mais là, une preuve de sincérité en présence de témoins, on ne dit pas.
Preuve de ça. Migo, mais makom edim, lo abrinan. Maintenant, où est-ce qu'il y a des témoins ici? Une preuve de sincérité. Quand il y a des témoins, on ne dit pas. Où est-ce qu'il y a des témoins ici? Pas témoins. Ben, il témoigne contre lui-même. Comment? Il témoigne contre lui-même. La personne qui dit oui, je suis allé dans le chemin de... Alors, regardez Rachi. Rachi dit quelque chose de... Et vraiment, pour moi, c'est le cœur du sujet, même si on peut dire c'est pas vraiment le sujet, mais moi je trouve que c'est complètement le sujet. Regardez Rachi. Rachi, il est absolument sublime. C'est plus haut, mais ma comédie, dans les colonnes à gauche, la 4e ligne petite. Mais ma comédie, des anan sade shen auto aderer belomaim. C'est-à-dire que ici, c'est pas des témoins stricto sensu, c'est pas des témoins stricto sensu, mais on sait pertinemment que là-bas, il y a de l'eau. Lui, il dit, si vous voulez, c'est comme moi je vous dis, par exemple, là, vous êtes ici, à Épinay. Eh ben, je vous dis, ce matin, j'étais au Champ de Mars, il n'y avait plus la Tour Eiffel. Le Qatar, il a acheté la Tour Eiffel et ils l'ont amenée au Qatar. Il n'y a plus la Tour Eiffel. C'est vrai? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment? Non mais il y en a, c'est ça les fake news. C'est les fake news. Par exemple, il y en a, ils disent les Twin Towers, c'est propagande sioniste. Ils ont, en réalité, c'est les sionistes, ils ont manipulé les images, mais il n'y a jamais eu un attentat le 11 septembre 2001. N'est-ce pas, Rabbi David? Il n'y a jamais eu, ça c'est la propagande sioniste. Et ils ont pris, ils voulaient attaquer Saddam Hussein, ils ont pris ce prétexte absolument faux pour attaquer. Il n'y a jamais eu l'attaque des Twin Towers. C'est que la propagande. Les images ont été trafiquées. Ça n'a jamais existé. Ben non. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on sait? Il y a des choses évidentes. C'est évident. C'est évident. C'est évident. C'est évident. Mais qu'est-ce qu'on sait? Alors, ici, c'est un autre concept que Rachid nous dit. Encore une fois, quelqu'un, je te loue mon âne. Voilà, tu vas aller à tel endroit. Il y a deux chemins. Il y a un chemin safe, un chemin qui n'est pas safe. Alors je te dis, le chemin de Narpakod, ne le prends pas, parce qu'il y a toujours de l'eau là-bas, et les ânes, ils glissent et tout ça, on sait que c'est très dangereux, je ne veux pas que tu ailles là-bas. Voilà, ok. Le temps passe, prends le chemin de Narash. Nun, Resh, Shin, le chemin de Narash. Prends le chemin de Narash. Ok, bien. Okay. Il revient. Où est mon âne? Il est mort de crise cardiaque. Maintenant, il faut te dire que j'ai pris le chemin de Narpakod, il n'y avait pas d'eau, mais il n'est pas mort à cause d'un problème d'eau, il n'y avait pas d'eau. Alors Rabat, il dit, il faut le croire. Il faut le croire. Alors, mais Rava, en vérité, Rava, dans un autre endroit, on sait que lui dit, on dit jamais Miko mais Makomedim. Donc c'est un problème. Est-ce que c'est Rava, pas Rava? Il dit jamais on dit Miko mais. Pourquoi là il dit oui? Et Abaye, si Miko Makomedim. Où c'est il y a des témoins? Alors Rachid nous explique. En vérité, Rachid, il n'y a pas que Rachid, d'autres commentateurs, ils disent comme Rachid. En vérité, ici, ce n'est pas vraiment des témoins, mais c'est l'évidence. Et c'est ça. C'est quoi l'évidence? C'est plus fort que des témoins. On sait que. C'est quoi on sait que? Peut-être on sait que jusqu'au moment où je te dis qu'il n'y a pas. On sait, mais je te dis qu'il n'y avait pas. Il n'y avait pas de... En vérité, je ne gagne rien à te dire il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau. Mais on sait que. Alors, c'est intéressant parce que Rambam, Maïmonide, quand il rapporte ce sujet, il dit qu'il y avait des témoins qui disent qu'il y avait de l'eau. Il ne dit pas comme Rachid. Pas comme Rachid.
Donc d'après Rambam, il ressort que Rava pense qu'on dit oui, Migo Bemakomedim, en face de vrais témoins. Voilà. D'après Rava, la halakha n'est pas comme Rava, mais bon, je passe. Dans le cas d'après Rashi, ici, c'est encore un cas d'espèce où Rava dirait que quand quelqu'un a une preuve de sincérité, il peut aller contre ce qu'on sait jusqu'à maintenant. On savait jusqu'à maintenant que c'est un endroit où il y a de l'eau. Tout le monde sait. Mais c'est quoi tout le monde sait? Tout le monde sait. Mais ça change, les choses changent. Alors comment on peut trancher dans ces cas-là? Alors Abaye dit, on peut, une preuve de sincérité face à une évidence, ça ne suffit pas. Mais Abaye et Rava, la halakha c'est comme Rava. Hein? Voilà. Ok. Alors ici, je vous donne encore un exemple plus simple. Il y a une vingtaine d'années, j'ai un élève, depuis X années, qui est un journaliste à la télévision. En l'occurrence, je vous dis son nom, il s'appelle Clément Velrenal. Je ne sais pas si... Bon, c'est quelqu'un qui, FR3, suit les procès. Voilà. Mais depuis une trentaine d'années, c'est quelqu'un qui a suivi des cours régulièrement chez moi. Okay. Il y a une vingtaine d'années, mon père, il m'a dit, tu sais, j'ai vu ton élève à la télévision qui faisait une propagande pro-palestinienne, éhontée et anti-israélienne incroyable. Et franchement, tu dois faire très attention à une responsabilité de ce que tes élèves disent dans les médias, quand même. Okay. Alors j'ai parlé à mon ami. Je lui ai dit, mon père m'a dit, moi je ne regarde pas la télévision, mais il t'a vu à la télévision, tu as fait une diatribe anti-israélienne. Qu'est-ce que c'est? Il a dit, c'est pas moi, c'est mon frère jumeau. Chose. Hein. C'est pas moi, c'est mon frère jumeau. Il m'a dit effectivement qu'il a un frère jumeau qui s'appelle Guillaume Velrenal. À partir du moment où M. Clément Velrenal est devenu impliqué vraiment dans la vie juive, son frère, il a fait 180 degrés. Et bon. Alors regardez, ici, tu vois quelqu'un, tu le connais, et c'est pas lui. C'est chaud quand même. Alors, c'est ça ce que le verset dit. Dieu, il dit, moi je veux aller voir. Je veux aller voir. Vous voyez, ici, c'est ça la chokhma. C'est ça. Il faut une grande étude, une grande chokhma pour décrypter. Comment décrypter? Parce que la Torah nous dit que des juges doivent donner. C'est écrit, Betsedek tishpot amitera. Avec droiture, tu dois juger ton prochain. Avec droiture. Mais comment je peux juger avec droiture? Il y a tellement d'inconnus, tellement de choses qu'on peut se tromper. Donc c'est un travail, c'est une chokhma. Il faut beaucoup de matériaux pour apprendre, pour décrypter. Donc je synthétiserai maintenant ce que nous voyons là ensemble. Vous, enseignants et enseignantes, peut-être qu'aujourd'hui, avec tout le matériau d'information absolument invraisemblable que nous avons, une des tâches de l'enseignant et de l'enseignante est d'apprendre à décrypter, apprendre à ne pas accepter les données comme ça. Il faut beaucoup de culture générale. Je pense que là, c'est une conclusion assez générale par rapport à ce que tu as dit, Rabbi Michael, tout à l'heure, sur l'intelligence artificielle. Que l'intelligence artificielle nous donne des outils absolument faramineux. Je pense que
tous et toutes, vous avez l'expérience de ça. C'est invraisemblable. C'est absolument invraisemblable. Donc on a énormément de matériaux, d'informations, mais aujourd'hui, sûrement, il y a un nouveau angle, un nouvel angle de travail. D'abord, valoriser la culture générale. Je pense que ça, vous le savez déjà, que connaître beaucoup de choses, être très cultivé, et grâce à cette culture générale, pouvoir décrypter les choses. Pouvoir décrypter les choses. Pouvoir analyser les choses. Parce qu'il y a des choses qui paraissent évidentes. Et bien, d'abord, les choses changent. C'est ça ce que la Gemara, là, dans Baba Metzia, nous dit. Nous savons de sources sûres qu'à cet endroit, il y a de l'eau. D'accord, mais ça change. Ça change. La réalité change. Je ne sais pas, moi, avant, les Juifs, ils habitaient dans le 19e. Bon, tu as encore des Juifs dans le 19e. Mais bon, mais ça a changé. Là, par exemple, quand je suis arrivé dans la région parisienne, le quartier juif, le 4e, le Marais, vous le savez, c'était le quartier juif. Maintenant, c'est plus du tout un quartier juif. Mais alors, plus du tout, plus du tout, plus du tout. Tu as encore, peut-être pour les touristes, tu as encore un vendeur de falafel. Mais c'est tout. Mais il y a 40 ans, c'était vraiment un quartier juif. Maintenant, c'est plus du tout. Les choses changent. On te dit, voilà, le Marais, c'est le quartier juif. Eh ben non, c'est pas le quartier juif, ça a changé. Le 9e aussi. Un temps, dans notre centre, on était rue Cadet. La rue Richer, c'était que des trucs juifs. Maintenant, on est là-bas. Je crois qu'il n'y en a plus un du tout. Plus un du tout. Les choses changent. On sait d'une autorité publique. On sait d'une autorité publique. Ça change. Donc, avant d'arriver à affirmer quelque chose, il faut connaître sur pièce, savoir sur pièce, interroger, se poser des questions. Et je pense que le travail d'enseignant et d'enseignante est vraiment maintenant face à des enjeux extraordinaires. Extraordinaires, mais il faut réadapter le travail. Hein, donc voilà, c'est ça ce que je voulais voir avec vous. Est-ce que c'est vraiment, honnêtement, est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est vraiment possible? En face, c'est la culture, ok. Mais qu'est-ce qu'on est devant une des forces? Google, c'est beaucoup plus fort que nous. Ça veut dire qu'il faudrait passer. Est-ce que c'est pas un combat déjà perdu d'avance? Ou alors il faut se rediriger sur une autre voie totalement. On est en marquette avec. Alors, je vais vous dire, nous, dans notre centre, on va créer un cycle, j'en ai déjà parlé à Rav Shish Portish, un cycle, comment aborder en termes de Torah l'intelligence artificielle. Mais d'abord, il y aura 3 parties dans ce cycle. Une partie halachique, c'est-à-dire au niveau du droit civil, le vol sur Internet, tromper autrui sur Internet, enfin c'est Internet et l'intelligence artificielle, pomper des informations sans la permission de la personne, etc. Ce qui se passe tous les jours. Donc là, c'est aborder au niveau halachique le problème numérique. Mais deuxième point, c'est les changements sociétaux que ça crée. Et en particulier l'enseignement aujourd'hui. Parce que il y a aujourd'hui, tu fais sur ChatGPT, vous faites, je ne sais pas d'ailleurs comment vous vous en sortez. S'il y a des professeurs, je ne sais pas, une dissertation, tu mets 3 mots sur ChatGPT, tu sors un truc, jamais vous arriverez à faire un truc aussi beau. Par exemple, là, dans ce livre, il y avait un chapitre où le titre ne nous plaisait pas. Mon épouse et moi. Ça ne nous plaisait pas. On a mis 30 lignes du chapitre à ChatGPT, on a dit, trouve-nous un titre percutant.
8 titres, l'un meilleur que l'autre. Mais excellent. Et ben, par exemple, je vous donne un exemple. Là, ce cycle sur l'intelligence artificielle, j'arrivais pas à trouver un titre pour ce cycle. J'ai dit ChatGPT, j'ai dit l'argumentaire, trouve-moi un titre percutant pour ce cycle. Il m'a trouvé 8 titres. Mais le problème était de savoir qui était le meilleur tellement ils étaient bons. Donc là... Là, c'est que tout ce qu'on parle du Migo et de Alan Saadé, argument de sincérité ou assurance de vérité, tout s'effondre si on insère la notion de rchad, de suspicion. C'est ce qui s'oppose le plus à l'argument de sincérité. C'est sincérité et suspicion. Et là, on rentre dans le monde de la suspicion éternelle. C'est infernal. Quand tout à l'heure, j'ai dit quelques lignes avant de démarrer, ces lignes-là, j'aurais pu les taper sur ChatGPT et faire mon discours. Tout le monde peut... on ne sait plus... le Migo s'effondre, tout s'effondre si on ne sait plus finalement. Il y a une suspicion généralisée qui devient un peu anxiogène finalement. Bon, on ne va pas traiter tout le sujet. Je veux seulement dire le point. Je veux dire le point par rapport à la vérité. Alors c'est vrai, moi je constate au fil des années que l'histoire n'intéresse personne. Hein? Je ne sais pas s'il y a des profs d'histoire parmi vous. C'est notre bouc émissaire. On va avoir pitié de vous. Mais c'est impressionnant comme l'histoire n'intéresse... Enfin, je ne sais pas comment vous faites. Moi, je vois... ça n'intéresse pas l'histoire. Sauf des gens un peu fracassés. Sauf quelques personnes un peu qui ont des problèmes psychologiques majeurs. Mais, excusez-moi, l'histoire n'intéresse pas. Moi, je vois, par exemple, je dis à mes élèves, tel auteur et à quelle époque. Bon, ils se trompent, tous. Et alors, mais ils vont pas prendre, je leur dis à quelle époque. Ils vont pas prendre de notes. 6 mois après, je repose la même question, ils vont refaire encore la même erreur. Ils s'en foutent complètement. Or, l'histoire est vraiment extrêmement importante. C'est majeur, la connaissance historique. Et majeur. Prenons par exemple le conflit au Moyen-Orient. Si tu ne sais pas qu'est-ce que c'est l'origine du sionisme, qu'est-ce que c'est le sionisme d'abord, le sionisme religieux, le sionisme politique, si tu ne sais pas la différence entre, par exemple, l'Alia des élèves du Gaon de Vilna, du Khatam Sofer et des élèves du Baal Shem Tov à la fin du XVIIIe siècle, début XIXe siècle. Ensuite, tu as le sioniste politique qui a commencé avec Pinsker, avec Herzl, etc., machin bidule. Si tu ne connais pas les différents, il y avait la première Alia, il y avait les Chovev Sion. Si tu ne connais pas ces choses-là, tu ne peux même pas comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Tu ne peux pas comprendre. Mais ça intéresse qui? Ça intéresse qui? Alors, on a des opinions, mais on ne sait rien. On a des opinions, mais on ne sait rien. On ne sait pas. On nous dit, par exemple, Napoléon, aujourd'hui, c'est interdit de parler de Napoléon, c'était un esclavagiste. Ouais, et il a envoyé le peuple au casse-pipe, etc. Donc, je connais quelqu'un qui habite dans le 16e, avenue Bugeaud. Maintenant, ça ne s'appelle plus avenue Bugeaud, c'est avenue je ne sais plus comment, ils ont changé. Pourquoi? Parce que c'est lui, le colon, qui a conquis l'Algérie. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que c'est la colonisation? Tu sais qu'est-ce que c'est Bugeaud? Mais si tu sais, si tu mets Bugeaud, machin, aux oubliettes, tu n'as plus d'histoire de France. Tu sais même plus qu'est-ce que tu es. Mais tout de suite, si tu prends des prises de position idéologiques, la connaissance ne doit pas être limitée par des prises de position idéologiques. Si tu mets des ornières dans les connaissances, ah oui, je ne parle pas de ça, pourquoi? C'était un tenant du colonialisme, l'autre c'était un machiste, la preuve, il avait épousé
comment dire, Joséphine de Beauharnais, ensuite il l'a jeté comme ça, donc c'est un macho, machin, c'est un... donc on parle pas de Napoléon. Donc, Maïmonide dit Kabel Haïmet Memishomro, reçoit la vérité de celui qui l'a dit, même si c'est quelqu'un qui n'est pas dans la Torah. Tu dois apprendre, tu dois. Mais je suis d'accord avec vous, ça intéresse qui? Je ne sais pas. Je pense pas que ça soit foutu, seulement il faut de la confiance. Rien n'est foutu. Chas v'shalom, on n'est pas foutu, mais encourager à la curiosité. La curiosité. Monsieur. Moi, quand vous dites qu'il faut alimenter la culture générale, etc., je pense que ça doit être complémentaire à quelque chose. Ça peut peut-être répondre à la question de M. Elbaz. C'est à mon humble avis, ce que je pense. C'est que pour l'enfant et même pour nous, ChatGPT va devenir la culture générale aussi. Ça veut dire que ce qui va manquer, en fait, ce qu'il faudrait pour contrer ça, c'est garder l'esprit de réflexion, de réfléchir face à une donnée, face à un texte, face à quelque chose. Et c'est la curiosité, je pense qu'elle vient de là. Quand on ressent et on se sent en train d'étudier un texte ou de comment nous on est par rapport à tel passage ou tel verset ou tel, et on attise la réflexion, du coup on va garder cet esprit critique et cet esprit de réflexion, et c'est ça qui va nous attirer, c'est ça qui va nous permettre d'être intéressés par la chose. Parce que si on fait que boire une culture générale, même si c'est un livre, ça ne va pas du tout intéresser. Moi je pense que la chance qu'on a, que nous le rapporte par rapport au texte, qu'on est face à un texte, à un verset, à un Talmud, vous ne les avez pas fait que traduire, vous nous avez fait réfléchir. Et c'est ça qui fait qu'on s'est intéressé. Donc je pense que l'enjeu aujourd'hui, il est de comment encore attiser la curiosité, mais dans le sens faire réfléchir nous-mêmes et l'enfant. C'est ça. Et éveiller à la réflexion, c'est ça. Je pense que le métier d'enseignant a des beaux jours devant lui. Il faut savoir le faire, quoi. C'est ça. Et il faut avoir confiance. Vous savez, on dit aussi autrefois les jeunes, etc. Mais je vois, les jeunes sont. On dit aujourd'hui les jeunes sont sur les tablettes, etc. Machin. Mais ça ne veut rien dire. Je dirais, sur 1000 jeunes, il y a 50 ans, tu avais 20 qui avaient besoin de réfléchir. Ben, aujourd'hui, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Sur 1000 jeunes, tu as aussi 20 aujourd'hui qui sont extraordinaires. Enfin, les 980 autres aussi sont extraordinaires. C'est pas... Mais disons, je ne crois pas que ça soit pire humainement aujourd'hui qu'à l'époque. Par exemple, nous, dans notre centre, on s'occupe de jeunes. Et ben, il y a des merveilles aujourd'hui qui ont 18 ans, qui ont 20 ans, qui sont extraordinaires. Ils sont extraordinaires. Qui sont refifs, qui sont merveilleux. Donc, ça ne veut rien dire les jeunes aujourd'hui. Mais ça a toujours été, je pense. Monsieur, vous n'êtes pas d'accord? Non. Ah. Non, parce que le fait d'entraîner les jeunes dans un niveau de réflexion le plus bas possible, c'est oui, contrairement à ce que c'était avant. Donc le niveau général des élèves ne fait que baisser parce que l'objectif, c'est de le faire baisser, justement. Et la proportion des élèves que vous avez, vous, par rapport à ceux qui sont éveillés est grande, puisqu'ils ont une démarche volontaire de venir pour y assister, alors que nous avons des élèves qui ne font aucune démarche pour réfléchir parce qu'ils sont obligés de venir à l'école. Et la conséquence, c'est qu'on a des élèves de plus en plus bêtes, je veux dire comme ça. C'est pas de la bêtise, c'est pas de la faute, en fait, au contraire, ils sont peut-être pas. aussi évitants, je trouve, aujourd'hui, parce qu'avec toutes les tentations d'écran et de non-réflexion, au contraire, moi, je trouve que les enfants sont non seulement plus méritants,
y a 30-40 ans, il n'y avait pas toutes ces tentations d'Internet. Vous dites pas le contraire de ce que dit monsieur, hein, mais ils sont méritants, mais le résultat est que c'est raplapla. Voilà. Le résultat, c'est que c'est raplapla. C'est pas un problème de bêtises, c'est juste que tout va tellement vite et qu'ils reçoivent tellement rapidement les informations Ils réfléchissent plus. que, enfin même nous, hein, Ils prennent que tout. du coup, Ils ont le on va moins, je trouve que c'est un problème d'être plus moins intelligent. Notification. Mais c'est vrai aussi que le fait d'avoir les smartphones et d'être stimulé tout le temps, il y a un genre de drogue là-dessus, la drogue au stimuli. Et l'apprentissage est lent. Pour apprendre, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps pour apprendre quelque chose. Vous voyez, par exemple, là, ce texte, je vous dis en toute simplicité, je ne sais pas combien de dizaines de fois j'ai étudié ce texte. Maintenant, je l'ai un petit peu assimilé, et ça m'a demandé, excusez-moi, des années pour comprendre de quoi ça parle. Mon maître, avec qui j'ai étudié principalement en Talmud, Raveli ou Abitbol à Strasbourg, on étudiait des fois un sujet 2 ans. Parce que, au départ, on ne sait pas de quoi ça parle. Le Talmud, c'est très, très difficile. On apprend techniquement, mais pour arriver à saisir où est le problème, alors c'est pour ça que je vous ai apporté là ces textes techniques, parce que justement, ces préoccupations aujourd'hui d'information, de désinformation m'ont éveillé. C'était ça le sujet. Ça m'a éveillé que c'était ça le sujet, et que là, comment décrypter le faux du vrai, machin, il dit quelque chose, mais il veut dire le contraire, machin, bidule. C'est vraiment une chorma exceptionnelle. Chorma, des outils incroyables. Mais en vérité, tout le Talmud, c'est ça. Tout le Talmud, c'est arriver à décrypter. Quelqu'un, il vient à l'école juive, il dit les juifs, bon, on demande la ktouba des parents, etc. Bon, là, mais disons, donc là, je pense que c'est normal qu'on demande la ktouba des parents, c'est comme ça que ça se passe. Mais d'après la halakha stricte, il y a un Tosfot dans le traité Yevamot qui dit, il dit qu'il est juif. La majorité de ceux qui disent qu'ils sont juifs. Donc, a priori, c'est bon, ça suffit. Non, mais c'est excellent. Ça veut dire. Oui, mais si les personnes sont au courant de ça. Ah oui, ils vont traficoter. Ouais, ils vont traficoter. Mais disons, il y a par exemple, moi, dans mon Beth Midrash, c'est quelqu'un, il vient, il dit bon, monsieur, excusez-moi, vous êtes de la communauté. Il me dit oui, mes parents sont juifs. Ok, bon, a priori, c'est bon. On va pas aller plus loin. On va pas aller plus loin juridiquement, halakhiquement, hein, parce que qu'est-ce qu'on peut savoir? Alors, évidemment, il y a des limites à tout. Hein. C'est ce qui s'oppose à Adnan Saadé. Ça veut dire que encore Adnan Saadé, c'est une institution. On dit que là, c'est quand lui qui le dit tout seul. C'est encore plus fragile. Voilà, c'est extrêmement fragile. Mais on est souvent écrasé par Adnan Saadé. Enfin, il est autant salvateur que dangereux parce que c'est des vérités qui s'imposent. Nous disons que Nous savons de notoriété publique que. La société, mais ça peut être dangereux de dire il y a une vérité qui s'impose à Adnan Saadé. Est-ce qu'on peut la remettre en cause? Mais tu vois, c'est extraordinaire que ça soit abordé. Hein. C'est extraordinaire. Adnan Saadé, tout le monde dit c'est vrai ce qu'il dit. Voilà. En tout cas, voilà, c'est ça ce que je voulais voir avec vous, monsieur. Une petite remarque par rapport à l'intelligence artificielle, justement. En fait, un jour j'ai entendu ce parallèle que ce serait comme à l'époque où on a institutionnalisé l'écriture, l'impression, où on a moins sollicité le cerveau, puisque la plupart des données, on pouvait les avoir écrites sous la main, à portée de main. Moi, je pense, par rapport à ça, que c'est pas vrai, parce que, en fait, ce qu'on a pu mettre dans des livres, c'est des informations qu'on n'a pas forcément tout le temps besoin ou forcément besoin dans la construction de la réflexion.
Mais avec ChatGPT, avec les intelligences artificielles, moi je ne l'utilise pas régulièrement, mais je sais qu'il y en a qui utilisent ça très régulièrement. Ça fait qu'ils délèguent en fait toutes les informations utiles à la construction de la réflexion à une machine. Donc même si c'était un livre, peu importe, bah, ça ferait que finalement c'est pas dans la tête. Oui, Vous voyez ce que oui, je veux dire absolument. Et on voit que même la Mishnah, Rabbi Oda Nassi, quand il a écrit le Mishnah, il l'a mené de manière cryptée ou qui va susciter encore la réflexion. Oui, c'est ça. Il n'a pas tout détalé. Voilà, il a écrit ça de manière à ce que... À maintenir ça. à maintenir. C'était sa crainte. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on a parlé. Moi, personnellement, ma réflexion en ce moment, par rapport à tout ça, les élèves qui ont changé, et c'est que j'ai fait l'expérience personnelle, je réfléchis avec des enfants, et avec mes enfants aussi, et je me suis rendu compte que pour moi c'était un jeu pour des années, pour les vieux. Mais je me suis rendu compte que les enfants, ils adorent avoir réussir à faire échec les maths, à faire un coup intelligent, et à la fin ils ont un plaisir intellectuel énorme. Et alors qu'en général, nous, dans la tête, les enfants, l'intellect, c'est à l'école. Et donc à travers un jeu en dehors de l'école, je me suis rendu compte qu'ils ont un plaisir intellectuel. Nous, dans la Torah, on parle beaucoup de Hamal. Oui, C'est-à-dire, on dit l'essentiel, l'Ibéropota et Téléfou, toute la bracha va venir parce qu'on fait des efforts dans la Torah. Mais en fait, les efforts, je me suis dit, c'est le plaisir d'arriver à quelque chose, à créer un effort. Et en fait, si on arrive à faire découvrir ça aux enfants, eh ben, je pense que c'est là notre travail aujourd'hui. Parce que comme tout est accessible, eh ben, ils ne vont pas vouloir travailler, ils vont pas vouloir. Ils ont même pas envie de faire leur devoir, on leur dit faites des exercices, ils ont envie de le faire. Mais en fait, si on arrive à trouver par un moyen ou un autre le plaisir intellectuel qu'ils vont avoir après, eh ben, c'est comme ça qu'on va. si on les fait goûter de ça, si on le fait goûter. Il faut souvent investir là-dedans. Ah. Le plaisir qu'ils vont avoir. Du hamal. Du hamal et la récompense qu'ils vont avoir par eux-mêmes d'avoir compris quoi. Bon. Ok. Rabbi David, un mot de conclusion. On est au début de la journée, donc on peut. Je pense que quand même, il y a deux choses qui sont ressorties. La culture générale et réflexion sur les deux mamelles de Beth Israël, pour tenter de. Ouais. Mais ce que j'ai lu, hein, comme vous, hein, je pense que vous avez lu, le problème c'est qu'aujourd'hui, dans n'importe quel domaine, il faut être excellent. C'est ça qui est difficile. C'est-à-dire, étant donné que l'intelligence artificielle fait tellement, déblaye tellement le terrain, tac, 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 que dans n'importe quelle discipline, ceux qui vont s'en sortir, c'est ceux qui vont être excellents. C'est un peu un totalitarisme. Il y a la place pour l'humain. Il y a la place pour l'humain. Mais les machines, elles brassent des données, elles font des synthèses. Mais ces synthèses ont des limites. Elles sont toujours, on voit, quand on a un petit peu l'expérience, c'est excellent, mais c'est limité. D'abord, c'est pas créatif. C'est pas créatif. Or, l'humain, en général, il y a peu de gens qui sont créatifs. Peu de gens qui sont créatifs. C'est humain. Et il y a un genre, je dirais, de dictature d'être excellent. C'est ça, c'est un peu pessimiste quand même. Les gens excellents, moi j'ai vu ça, on a avec nos élèves, on a beaucoup travaillé ça. J'ai écrit un texte là-dessus sur une étude dans le traité Yoma. Par exemple, il y a quelqu'un qui est malade à Yom Kippour. Il faut qu'il mange. Bon. Alors, on demande à des médecins.
Maintenant, tu as des avis des médecins qui s'opposent. Tu as des médecins qui s'opposent. Ils disent il faut absolument qu'il mange, d'autres disent il ne faut pas qu'il mange, il n'a pas besoin de manger, il peut jeûner à Yom Kippour. Bon, c'est le sujet là-bas. Ok. Maintenant, l'Agma dit, et c'est rapporté dans les décisionnaires, s'il y a un médecin expert qui s'exprime, alors il a gain de cause, l'expert. Donc ça veut dire, ici on voit le contexte, tu as un médecin et tu as un médecin expert. Disons, oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'un médecin expert? Alors, moi j'ai expliqué comme ça. Un médecin, j'ai lu une fois dans un Sefer que le Chazonish aurait dit que ce qu'on appelle un médecin, a priori, il ne sait rien. Ce qu'on appelle un bon médecin, il sait un peu. C'est très intéressant. Ça veut dire que ils font des études, 10 ans, 11 ans, etc. Mais vraiment, quelqu'un qui comprend ce dont il... Je pense, tous et toutes, vous avez été confrontés. Je vous donne un exemple. Nous, on a eu un petit-fils qui est né il y a un peu plus d'1 an, avec des pathologies à la naissance très, très compliquées. Bon, à 8 mois, ce bébé, il est décédé, juste avant Pessah. Ok, bon, c'était quelque chose de très difficile pour notre fille et son mari. Ok. Mais les médecins, le dossier de cet enfant a fait le tour du monde. C'était à Jérusalem. Mais bon, ce dossier a fait le tour du monde. Tous les spécialistes de la planète, ils ont eu le dossier de cet enfant, ils ne savaient pas. Ils n'ont pas su qu'est-ce qu'il y a. Ça veut dire savoir vraiment qu'est-ce qu'il y a dans l'être humain, c'est invraisemblable. Alors des fois, un médecin, donc le Chazonish aurait dit, un médecin, a priori, il ne sait pas. Il sait. Alors là, aujourd'hui, les médecins, ils prennent l'intelligence artificielle. Ils disent, les diagnostics sont hyper meilleurs qu'un médecin. Parce que l'intelligence artificielle, c'est tout. Un médecin STAM, il ne sait pas tout. Donc là, un médecin STAM va être remplacé par l'intelligence artificielle. Par contre, et ce qu'on voit, c'est là-bas, dans l'Agmara, dans Yoma, mais un médecin moumché, un médecin vraiment... ça, c'est irremplaçable. Irremplaçable. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est que l'humain est remplacé par les machines, sauf ceux qui touchent. Ceux qui touchent, c'est irremplaçable. Comment définir le bon prix? Comment? D'après les statistiques, l'IA est plus forte que la médecine. Elle a des diagnostics plus pertinents que les plus grands experts. Elle n'a pas d'émotion. Le problème et l'expertise, elle est définie par un amas de connaissances aujourd'hui. C'est quoi qui définit l'expertise aujourd'hui? Un amas de connaissances ou le... Moi, j'appelle ça, c'est sorti de l'étude, comme ça, on peut dire Roi HaKodesh. Tu as des gens, ils sont Roi HaKodesh. C'est la réflexion. Comment? C'est par la réflexion. Il y a le travail, il y a... Quelqu'un qui serait Comment? un dictionnaire ambulant, il n'a pas le Roi HaKodesh. C'est l'engagement, c'est la valeur morale. Il y a, je sais pas, Ashrat Ashrina, il y a c'est quelque chose, c'est un don divin. C'est comme, quelqu'un m'a rapporté, je ne sais pas si vous avez entendu parler de, comment, c'est fini là, it's time. La suite. Ok, non, mais je conclue. Qu'est-ce que c'est Roi HaKodesh? Comme ça, ils auraient envie que vous... Roi HaKodesh. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un grand maître que j'ai bien connu qui s'appelait Rav Gedalia Nadel. Vous avez entendu parler? Rav Gedalia. Alors, bon, c'était quelqu'un, ça ne l'embêtait pas de dire pas ce que les gens attendent. Alors, lui disait que Roi HaKodesh, on peut trouver même chez les Goyim, par exemple Mozart ou Beethoven. Bon. Mais qu'on soit d'accord ou non avec ce qu'il dit, est-ce que c'est Roi HaKodesh ou non, hein? Est-ce que c'est Roi HaKodesh ou non? Mais une chose est un fait que, par exemple, vous voyez, par exemple, moi j'ai découvert, moi j'aime beaucoup la musique. J'ai grandi là-dedans dans la musique, J'ai découvert, il y a 1 mois environ,
le deuxième concerto pour piano de Chopin. Je ne connaissais pas. Je connaissais pas. J'ai écouté il y a 2 mois. Je suis tombé par terre. Mais vraiment, je suis tombé par terre. Je vous conseille le deuxième mouvement du concerto pour piano de Chopin. Waouh! Je suis tombé par terre. Mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Vous savez quel âge il avait quand il a écrit ça? 20 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. Que ça soit Roi Kodesh ou non, Rav Gedalia disait oui, moi je pense que non, mais bon, peu importe. Peu importe. Mais en tout cas, que ça soit incroyable, c'est incroyable. Donc là, les machines jamais feront un truc comme ça. Mais là, on est acculé à autre chose. On est acculé aujourd'hui à toucher autre chose, d'autres, peut-être pour faire tchouva, qu'on doit se connecter à autre chose qu'une connaissance mécanique, voilà, mécanique, autre chose. Bezrat Hashem, que d'ailleurs Rambam il dit à la fin qu'à l'époque du Mashiach, la majorité du Ham Israël, hommes et femmes, seront prophètes. Voilà, c'est ça, qu'on touche à la prophétie, parce que là, les machines ne arriveront pas là. Pensez ça, ce qu'on parle Moumré, c'est roi. Il comprend. Après, ça touche au génie. Il comprend. Un rouge. Un rouge. Sixième sens. Il comprend. Il comprend. Bezrat Hashem. Voilà. Merci les amis. Merci beaucoup. Merci à vous. Après une petite secondaire ici, et le primaire à côté, ou le contraire.